sur des croquettes minettes. Tiens. La tienne. Je vais les amener. Ouais, ça va être trop la fête. Le 1er janvier, tout seul avec son chat ou avec ses parents. Vous avez vraiment de la chance, les terminales. Vous êtes vraiment une génération sacrifiée, c'est le cas de le dire. Donc vous avez dû apprendre les annonces du Premier ministère, sauvant Noël, mais faisant que nous aurons un 1er janvier plus que triste. Donc finalement, cette année 2020, eh bien, elle se terminera jamais, hein. On ne pourra même pas fêter la fin avec ses amis dans un moment qui normalement est plutôt joyeux. Donc, bah, écoutez, pardon, j'ai plutôt une pensée pour vous, hein. Je me dis que ça ne doit pas être très drôle pour vous, parce que généralement, je me souviens quand j'avais votre âge, c'était plutôt un moment agréable, hein. On retrouvait ses copains, on faisait les premières grosses fêtes, etc. On sortait en boîte, c'était cool. Et donc, bah, vous n'aurez pas vraiment tout ça. Mais heureusement, vous avez de la chance, car aujourd'hui, bah, vous allez avoir un cours de géographie pour vous donner le sourire. Et j'espère que j'y contribuerai un tout petit peu. Donc, j'ai libéré Minette et nous allons pouvoir reprendre le cours. Bien, alors nous sommes toujours dans le grand B des ressources considérables, hein. Lors du dernier cours lundi, nous nous sommes arrêtés aux ressources stratégiques, après avoir vu dans un petit 1 les ressources halieutiques, notamment la pêche ainsi que l'aquaculture. Et dans le petit 2, donc les ressources stratégiques, nous avions vu bah, notamment les hydrocarbures, gaz, pétrole, les énergies renouvelables qu'offraient les mers et les océans, avec notamment l'éolien ou la force marémotrice, les nodules polymétalliques et les terres rares présents au fond des océans, et enfin le sable qui est également une ressource sous tension. Et donc maintenant, nous allons voir les dernières ressources qu'offrent les mers et les océans. C'est le fait que celles-ci offrent des espaces pour le tourisme et les loisirs. Donc, pour rappel, hein, le tourisme de croisière, dont on avait parlé dans une partie précédente, ça représente quand même 30 millions de personnes qui voyagent par les navires de croisière, hein, les paquebots géants qui sont de véritables villes flottantes, hein, comportant 5 000 personnes. Alors, ce tourisme de croisière, il est surtout présent dans des mers chaudes et près d'espaces géographiques développés, hein. Donc, c'est surtout l'espace Caraïbe qui concentre notamment le tourisme des Américains du Nord, hein, Canadiens et États-Uniens, et le tourisme de croisière qui a lieu en mer Méditerranée. Donc, ce tourisme de croisière se développe de plus en plus. Ça, évidemment, c'était avant le Covid, hein. Depuis, c'est évidemment à l'arrêt. Surtout que les bateaux de croisière ont notamment été cités au moment de la première vague du Covid. Il y a eu de véritables clusters, hein, parce que on avait des milliers de personnes enfermées dans une très forte promiscuité. Donc, évidemment, le virus s'est transmis extrêmement rapidement. Et aujourd'hui, ben, ce tourisme de croisière, il est de plus en plus contesté, comme vous le montre la diapositive suivante, hein. Ici, par exemple, vous avez une manifestation contre le tourisme de croisière à Venise, en Italie. Ce tourisme de croisière, il est accusé d'être à l'origine de nombreuses pollutions et également d'être un des responsables du tourisme de masse qui étouffe littéralement ces villes et la population locale. Et on retrouve ce type de manifestation également dans des villes portuaires comme Barcelone en Méditerranée. Alors, à côté du tourisme de croisière, les mers et les océans sont également des espaces dédiés au tourisme de plaisance, hein. Alors, le tourisme de plaisance, c'est le fait de naviguer à l'aide de bateaux de loisirs, hein. Alors, il s'est développé dès la fin surtout à la fin, pardon, du XXe siècle, avec la construction d'aménagements qu'on appelle des marinas. Donc ici, vous avez la marina de Dubaï. Alors, qu'est-ce que c'est une marina? Eh bien, ça associe un port, donc un port de plaisance, hein, pour des navires de plaisance, hein, c'est-à-dire des- 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 par exemple des yachts, qui est associé à des bâtiments d'hébergement. Alors, ça peut être des villas ou ça peut être des immeubles
Donc on construit des ports de plaisance. Donc ici, vous avez la marina de Dubaï. Donc ce sont des ports évidemment artificiels. Et ici, cette marina est évidemment dédiée à une clientèle extrêmement riche, puisqu'à Dubaï, la marina peut accueillir jusqu'à 4400 yachts, donc des navires réservés aux riches et aux ultra riches. Alors enfin, les mers et les littoraux peuvent être source d'activités sportives, hein. Par exemple, la plongée qui va être pratiquée bon, surtout dans les mers tropicales où il y a la présence de récifs coralliens, par exemple. Je pense, je sais pas moi, aux Maldives, à la Grande Barrière de Corail en Australie, aux Caraïbes. Ça peut être également l'objet d'activités sportives autour du surf. Donc par exemple en France la côte basque, aux États-Unis Hawaï. Donc vous voyez que les mers et les océans vont contribuer donc au développement des activités touristiques. Et ces activités touristiques, elles vont contribuer au phénomène qu'on appelle la littoralisation. Donc la littoralisation, c'est la concentration croissante des hommes et des activités économiques sur les littoraux, puisque pour accueillir ces activités touristiques, eh bien, on va construire par exemple de nombreux immeubles, de nombreux bâtiments d'hébergement, puis tous les commerces qui sont nécessaires pour satisfaire les besoins de cette population qui est attirée par les littoraux pour les loisirs. Bien, on en a fini avec ce grand 1 qui s'intitulait La mondialisation entraîne la maritimisation des économies. Et nous allons entamer un grand 2 qui s'intitule Des espaces maritimes inégalement intégrés à la mondialisation. Alors la mondialisation, moi je vous l'ai remis et je vous le rappelle, hein, on l'avait défini, mais c'est un processus sélectif, c'est-à-dire qui sélectionne les territoires et va les hiérarchiser entre eux. Certains territoires vont être très bien intégrés à la mondialisation, alors que d'autres vont être très peu, voire pas du tout intégrés à la mondialisation. Et donc dans un grand A, on va voir l'activité maritime qui est justement inégalement répartie. Alors, dans cette activité maritime, eh bien, les grandes façades maritimes vont jouer un rôle majeur. Et une façade maritime, eh bien, qu'est-ce que c'est, hein? Vous en avez plusieurs ici qui sont délimités par des petits points bleus, hein, d'après la légende. Vous avez la grande façade maritime de l'Asie de l'Est, qui comprend le Japon, la Corée du Sud, la Chine. Vous avez la Northern Range, la façade maritime européenne qui comporte les ports de Rotterdam, d'Anvers en Belgique, d'Hambourg en Allemagne. La façade maritime de l'Est des États-Unis, hein, qui comprend notamment New York, Miami, Houston. Et puis la façade maritime de l'Ouest des États-Unis, avec notamment Los Angeles. Et puis d'autres façades maritimes au Brésil ou par exemple autour du détroit de Malacca. Eh bien, qu'est-ce que c'est une façade maritime? C'est un espace littoral qui est aménagé et qui est caractérisé par la présence de plusieurs ports importants. Euh, Dans les façades maritimes, on trouve notamment eh bien, une grande concentration de zones industrielles, hein, puisque les industries se rapprochent des littoraux pour pouvoir importer directement les matières premières et pouvoir exporter les produits finis, hein, et notamment en réduisant évidemment les coûts de transport, puisque si l'industrie est directement sur le littoral, eh bien, elle économisera les centaines de kilomètres qu'il lui faudrait payer pour acheminer les matières premières et puis pour ensuite expédier les produits manufacturés. Donc, outre ces grandes zones industrielles, hein, les façades maritimes concentrent également la logistique. Donc, la logistique, c'est tout ce qui est manutention, transport, conditionnement, hein, des différents produits qui vont être reçus ou expédiés au sein de ces façades maritimes. Euh, alors, concernant la façade maritime européenne, donc celle qu'on voyait ici, là, notamment comprenant les ports d'Anvers, de Rotterdam, d'Hambourg, qu'on appelle donc la Northern Range, ou la rangée du Nord, eh bien, c'est la première façade européenne et donc une des premières au monde, hein, auquel est relié notamment le port du Havre en France. Et vous voyez que donc il va y avoir toute une série de ports euh, importants qui vont être ensuite reliés par tout un réseau de transport à l'arrière-pays, notamment au Havre, à Paris pour le Havre, à Londres ou à Bruxelles, à Amsterdam,
à Berlin, un petit peu plus loin. Et donc ici, eh bien, vous avez une photographie du premier port européen qui est Rotterdam, donc aux Pays-Bas, et qui est le neuvième port mondial. Et donc vous pouvez voir un peu ici le nombre de conteneurs qui sont comment dire, qui sont stockés sur les quais. Ici, vous voyez des immenses grues qu'on appelle des portiques, qui sont utilisées pour décharger les navires porte-conteneurs que l'on peut voir ici et qui ensuite eh bien, vont profiter de ces plateformes multimodales qui permettent de les transporter soit sur des camions, soit sur des voies de chemin de fer, soit même sur des bateaux qui emprunteraient des canaux fluviaux, par exemple pour ensuite eh bien dispatcher ces marchandises à l'intérieur du continent européen et notamment de l'Europe de l'Ouest. Alors les façades maritimes, c'est pas, je vous l'ai dit, c'est pas un hasard leur localisation, Amérique du Nord, Asie de l'Est, Europe de l'Ouest. Ces façades maritimes, elles sont liées évidemment à l'activité et au développement économique. Donc si une région du monde est particulièrement développée économiquement, eh bien elle va se retrouver avec une façade maritime importante parce que tous les produits de l'activité économique de cette région du monde, pour pouvoir être exportés, auront besoin de passer par des ports et donc, il y aura le développement et la construction de multiples infrastructures portuaires qui vont contribuer donc à la naissance ou au développement de grandes façades maritimes. Alors aujourd'hui dans le monde, évidemment, la façade maritime qui est ultra dominante, c'est la façade est asiatique. Vous pouvez le voir lorsque vous voyez le classement des 10 plus grands ports du monde. Eh bien, 7 des 10 plus grands ports appartiennent à la façade est asiatique, pardon, même 8 des 10 plus grands ports, dont 7 ports chinois, et plus vous rajoutez le port de Singapour. Donc on voit bien qu'il y a une ultra domination. Alors, il existe des façades maritimes secondaires en Méditerranée ou dans l'espace Caraïbe, avec des flux qui sont liés au différentiel de développement. Ce sont des zones économiques quand même moins développées que, par exemple, le nord-ouest de l'Europe ou le sud-est de l'Asie. Donc, ces façades maritimes sont un peu moins importantes, mais elles sont existantes évidemment. Donc, ces façades maritimes, ce sont des interfaces, ce sont des zones de contact, en fait, c'est la définition d'une interface, où se produisent des échanges. Donc des échanges, par exemple, ici de marchandises, et elles vont mettre en contact un arrière-pays que l'on appelle un interland en géographie, à un avant-pays. L'avant-pays, c'est le monde en quelque sorte, qui serait le foreland. Euh, ces façades maritimes vont fonctionner avec une logique de hub, vous savez, ces nœuds de communication. Donc, ces façades maritimes vont être composées de ports qui vont concentrer le trafic, par exemple le port de Shenzhen, et qui vont redistribuer les flux vers des ports ou aussi des aéroports qui sont secondaires. Donc, dans ce cas-là, en géographie, on parle de feedering. Ça vient de feeder. En anglais, c'est un navire de petit tonnage, donc qui sont plus petits que les navires géants qui sont utilisés pour transporter, par exemple, les conteneurs. Et on parle de feedering, c'est-à-dire c'est le fait de transborder la marchandise, c'est-à-dire de la passer d'un navire géant à un plus petit navire, donc un feeder, un navire de petit tonnage, pour que ces petits navires aillent relier des ports secondaires qui ne seraient pas desservis par les grandes routes maritimes mondiales. Donc, vous avez les navires géants qui empruntent les routes maritimes mondiales et qui passent par des hubs maritimes qui eux-mêmes donc vont assurer le transbordement de la marchandise vers des plus petits navires qui ensuite vont se dispatcher vers les ports secondaires. C'est ce qu'on appelle les feeders. Et donc, les principales routes maritimes dans le monde vont relier les principaux hubs et ensuite vont desservir les ports secondaires, ce que vous pouvez voir sur cette carte. Par exemple, de Singapour, eh bien, on va pouvoir relier les territoires australiens.